Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de retrouver Laurence Baranski, qui est coach, auteure et conférencière spécialiste du développement personnel et de l'accompagnement depuis plus de 25 ans. Elle a développé une approche originale fondée sur les 5 dimensions de l'être humain, qu'elle transmet dans ses livres, ses formations et ses interventions, notamment au sein du master de coaching développement personnel en entreprise de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour Laurence Baranski. Bonjour Joël, ravie de te retrouver. Travaille toujours à Paris-Panthéon-Assas? Ça fait depuis 2013, donc ça fait maintenant 13 ans, que effectivement j'interviens dans le cadre du master. Je, j'ai un module, alors le responsable du master dit non, ce sont des séminaires, ce qui est plus noble. J'ai un séminaire qu'on appelle le champ symbolique en coaching. Je commence par demander aux étudiants s'ils savent ce que c'est. Ils me disent non. Je leur dis ne vous inquiétez pas, moi non plus, mais on va chercher ensemble. Et je cherche notamment à travers cette grille des 5 dimensions de l'être. Et voilà, ça a été l'occasion pour moi en 13 ans de développer cette approche, de la travailler, de mieux comprendre ce que je voulais dire à travers ça. Puis je la présente aussi à l'occasion d'autres séminaires et je l'utilise en coaching. Donc oui, c'est une grille de lecture de nous-mêmes qui fait partie de ma vie, qui fait partie c'est ma paire de lunettes. Ouais, donc tu as commencé en 2000 avec un livre qui s'appelait Le Manager éclairé, qui a été reparu en 2005, en 2014. Enfin, ce livre, il est reproduit. Je pense pas que dans cela, tu avais les 5 dimensions de l'être. Et alors, si j'ai commencé, c'était en 2001, la première édition, il y avait 4 dimensions de l'être humain. Et j'ai ajouté la 5e dimension en 2020 dans mon évolution. Mais oui, si, et justement, c'était la première fois que je posais les bases, les fondations de cette approche. Pourquoi? Peut-être on y reviendra, mais c'était très important pour moi de poser ça. En 2007, L'urgence de la métamorphose. En 2013, Dirigeant serait approprié. En, en 2015, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre. On avait fait une émission en 2019 aussi sur La mort n'est pas une fin. En 2020, Le rêve de rétro, c'est un roman. En 2017, Le coming out spirituel. On avait fait une émission aussi en 2020 sur Oser l'invisible. En 2023, tu as publié Et si je libérais mon intelligence? Alors, juste, je t'interromps, c'est un livre de Valérie Seguin. Nous avons travaillé ensemble, mais c'est son livre et j'ai collaboré. C'est une collaboration. D'accord. Et bienvenue au Grand Conseil intergalactique. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, mais ça, c'était l'avant-dernier, je pense. Ouais, avant-dernier. Alors, c'était quoi l'avant-dernier? L'avant-dernier, c'était l'ère de la conscience, Ah 21 oui. repères pour élargir notre conscience en gardant les pieds sur terre, que j'ai coécrit avec mon complice sur ces chemins de l'accompagnement qui est Ivan Malchev. Et donc le dernier, voilà, c'est le jaune, qui a une couverture jaune, Et bien. révèle-toi, explore et libère les 5 dimensions de ton être aux éditions du Lotus et de l'Éléphant. Voilà, c'est ça. Merci, tu sais, merci beaucoup de citer mes livres. C'est très Ben, oui, touchant. parce que je veux dire, j'ai été même étonnée que tu en aies fait autant. Je me disais, elle a bien travaillé depuis tout ce temps-là. C'est incroyable. Tu as une préface de Mathieu Monade, hein, qui dit que ce livre est profondément aidant. Il accompagne sans diriger, éclaire sans imposer et laisse au lecteur la liberté de son rythme, de ses prises de conscience et de ses intégrations. Mathieu Monade, tu peux dire un mot là sur lui? Oui, Mathieu Monade, alors celles et ceux qui regardent les vidéos YouTube le connaissent certainement et qui s'intéressent à l'hypnose régressive le connaissent puisque sa chaîne doit être la plus importante sur le thème de l'hypnose régressive. Il est quelque part il s'inscrit dans l'affiliation de Dolores Cannon et il a une école, une équipe avec laquelle il fait des séances d'hypnose plutôt thérapeutiques. Ça, c'est la base de l'hypnose régressive, mais également du travail d'enquête avec ses télépathes et il met en ligne régulièrement, une fois par semaine, ses enquêtes. Alors, les enquêtes en hypnose régressive, c'est fascinant. C'est l'histoire, la géographie, la spiritualité telle que nous ne la voyons pas avec nos 5 sens ordinaires. Ça nous transporte dans d'autres espaces. Et Mathieu a publié 2 livres, dont le dernier, qui est passionnant aussi, Voyage au cœur de l'humanité, enquête sous hypnose.
Ok. Alors moi, j'ai regardé ces vidéos et je t'avoue franchement que j'ai pas trop, j'accroche pas trop sur ces hypnoses régressives. Et je crois que toi, est-ce que tu n'as jamais fait de séance, toi? Non, j'ai jamais fait de séance. Alors en revanche, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes, donc de thérapeutes qui se sont formés à cette approche-là. Il y a un succès fou pour l'hypnose régressive. Non, à titre personnel, non, j'ai pas fait de séance en hypnose régressive. Moi, je pense que c'est un phénomène de mode. Donc, j'accroche pas. Donc, j'ai jamais, parce qu'on m'a demandé de faire des émissions, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'accroche pas. Donc, Ben, ils travaillent sur l'énergétique. Je connais, moi, si j'ai pas fait de séance, je connais en revanche des personnes qui ont fait des séances et qui ont vraiment vécu en elles-mêmes des libérations énergétiques. Il se passe quelque chose au niveau de la compréhension et de la libération d'énergie. Oui, ça, je le crois. et alors, pourquoi tu n'as pas essayé d'en faire, toi? Eh bien, parce que ça fait. Tout à l'heure, tu as dit que c'était 25 ans que je suis sur le chemin. Je crois que j'ai l'impression, moi, que ça fait plutôt 50 ans. J'ai fait beaucoup de thérapies, beaucoup de séminaires, beaucoup de stages et j'ai essayé beaucoup. Et là, je suis au stade où je dis, c'est bon, j'accueille ce qui vient, ce qui est, et on continue le chemin. Euh, et j'ai pas envie, j'avais plus envie d'aller chercher. J'avais pas envie d'aller à nouveau dénouer et me raconter une histoire qui est utile au moment où on se la raconte, mais qui va être incomplète et qu'il va falloir retravailler à un moment donné avec une autre technique. On n'en finit plus. Donc là, je suis au stade où c'est bon, cela est. Oui, c'est de la curiosité, mais t'as dû faire du rebirth. Oui, j'ai fait du rebirth ou l'équivalent du rebirth. Quand j'ai marché sur le feu, j'ai fait des expansions de conscience beaucoup parce que je suis formée aux expansions de conscience, d'où mon intérêt aussi pour l'hypnose régressive. J'ai fait, avant ça, j'avais fait ce que j'appelle les petites cousines de l'analyse transactionnelle, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne avant l'hypnose régressive. Le, et puis j'en oublie au passage. Voilà, donc j'ai cheminé comme ça progressivement. Et avec à chaque fois des méthodes qui m'amenaient plus loin dans l'expansion de conscience, dans l'élargissement de ma conscience. Ça veut dire quoi? Dans l'exploration de mon inconscient, d'aller voir, de rendre visible ce qui n'est pas immédiatement visible. Voilà, j'ai été et je suis toujours passionnée par ces sujets-là. D'ailleurs, tu l'as écrit dans ton livre Oser l'invisible, hein, donc faut Oui, oser. c'est Alors, et ça. si le véritable sens de notre vie était simplement de nous révéler pleinement à nous-mêmes, apporter une vision en 5 dimensions de l'être physique, intellectuel, émotionnel, et si le véritable sens de notre vie était simplement de nous révéler pleinement à nous-mêmes, à partir d'une vision en 5 dimensions de l'être, physique, intellectuel, émotionnel, spirituel et holistique, c'est le 5e élément que tu as rajouté. Ce livre propose un cadre clair pour comprendre ce que vous traversez et avancer vers votre alignement intérieur. Tu dis que finalement, tu t'es rendu compte que tu avais vécu 4 épisodes de ta vie de 9 ans, des périodes de 9 ans chacune. Et ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça parlera à ceux qui nous écoutent. Si on regarde 9 ans, 18 ans, 27 ans, 36, mais on pourrait dire qu'il y en a encore après aussi, 45, Il y en a eu 54. après, après j'ai arrêté de les nommer. Oui, alors, il y a, dans ce que tu as dit, il y a le livre en lui-même qui est fait à partir de ces 5 dimensions. Effectivement, dans le livre, je me présente au lecteur, bien sûr, puisqu'ils ne me connaissent pas, et je raconte ma propre histoire. Et ma propre histoire, je l'ai réalisée à 36 ans, était un chemin de saisons successives de 9 ans chacune. Et quand j'ai réalisé ça, alors je ne l'ai pas réalisé à n'importe quel moment, je l'ai réalisé après une sortie de corps, à un moment donné où je me suis retrouvée dans la lumière, je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée dans un espace merveilleux d'amour et de lumière. Je suis revenue sur Terre, j'ai écrit, ça bougeait beaucoup dans ma tête, autour de moi énergétiquement. Et à travers ce que j'ai écrit l'histoire de ma vie. Et je me suis aperçue en écrivant, j'écrivais, c'était pas frénétique, c'était un peu cathartique. Il fallait que j'écrive mon histoire, comme s'il fallait que j'accouche de moi-même, de ce passé. Et au fur et à mesure où j'écrivais, le plan se structurait. Et là, ma vie est apparue. Je n'avais jamais pensé comme ça avant. Effectivement, comme un chemin de saison, de 9 ans. Et tous les 9 ans, il y avait un passage fort de ma vie. Alors, à l'échelle de l'enfance, à l'échelle de l'adolescence, bien sûr, mais un passage marquant de jeune adulte. Un passage vraiment marquant qui avait été un tournant.
Et je me suis dit, là, et avec cette sortie de corps, j'avais conscience que j'entrais dans une cinquième saison que j'appelais la lumière. Je donne rapidement le nom, si je m'en souviens, des premières saisons. Il y a la parente insouciance, les années silence, il y a l'épreuve, l'apprentissage et la lumière. Voilà, c'est ça le. Et effectivement, c'était comme des chapitres. C'était comme des chapitres. Et j'entrais dans la cinquième saison, La Lumière, et je me suis dit, là, c'est ce qui m'est venu comme une évidence, mais ma vie est un parcours initiatique en quête de lumière. Et j'ai toujours cherché ça et je vais continuer de chercher ça. Mais plus que ça, je me suis dit, en fait, toute vie humaine est un parcours initiatique en quête de lumière. Et si moi, c'est la lumière, mon truc, mais ça peut être d'amour, de mieux-être, de sens. Nous sommes en quête et la vie est un chemin vers ce but ultime qui est le but de notre être profond. Je dis, ah ouais, donc il m'arrive en coaching de travailler avec les personnes que j'accompagne sur le sens initiatique de leur propre parcours. Mais en tout cas, ça a été très marquant pour moi. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, c'est à partir de 36 ans, que j'ai commencé à développer la lecture, le mode de lecture en 5 dimensions de l'être. Parce que mais je suis née arrivée, moi je suis née avec deux questions. Je crois que je suis née avec, et aussi loin que je me souvienne, je les avais. C'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Et ma vie est guidée par ces deux questions. Donc, ce sont des questions. Il y a une question qui est plus intellectuelle, quel est ce monde dans lequel je suis née? Et une question plus introspective, d'où tout le travail de recherche que j'ai fait, c'est qui suis-je? Qui est la question spirituelle par excellence. Mais avant tes 36 ans, à 27 ans, tu as entendu clairement dans ta tête, deviens qui tu es. Oui, alors là, c'était la bascule de la troisième à la quatrième saison. J'allais pas bien, j'avais 27 ans, j'étais étudiante, j'allais pas bien du tout. Je pensais pas à en finir avec la vie, c'était pas vraiment une option, mais j'étais en crise existentielle et en crise de sens très forte. Ma vie n'avait pas de sens, et puis la vie autour n'avait pas de sens. Enfin, c'est une crise de sens. Tout ça ne sert strictement à rien. C'est quoi cette histoire? Et donc, j'étais très, très mal. Et j'ai vu, je me souviens que j'ai vu comme une lumière, une étoile, mais je l'ai vu dans ma tête. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, j'ai entendu une voix, je n'ai pas entendu une voix comme je t'entends là. J'ai une voix a résonné dans mon esprit qui m'a dit, deviens qui tu es déjà qui tu veux être. Et ça, c'était aussi très beau, ce message-là. Je dis, ah bon, ouais, je me souviens, j'allais de ma chaise de bureau à la petite cuisine kitchenette pour me faire un café, et j'entends ça dans mon état qui n'était pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Parce qu'une fois qu'on a reçu le message, alors c'était plein de quelque chose était donc possible. J'étais en crise de sens et là, une voix me dit deviens qui je voulais être. Mais je voulais être quelqu'un d'ouvert, d'heureux, de bien, de centré, enfin redonner du sens à cette histoire-là qu'on appelle la vie et dont on dit souvent qu'elle est normale, mais qui est tellement étonnante et mystérieuse qu'elle n'a rien de normal. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me suis dit, OK, tu vas t'enfermer. J'ai décidé de faire une retraite. Pendant à peu près 3 semaines, un mois, je suis restée chez moi. Alors, j'avais une vie quand même normale. Hein. Je n'étais pas exclue, je n'étais pas ermite, mais je suis restée chez moi avec très peu d'activité. Je me souviens en mangeant très peu. Et, et puis après, j'ai commencé à sortir, mais j'ai eu une vie d'ascète pendant 9 mois, justement pour revenir à moi, pour effectuer ce retour à moi, revenir à mon essentiel. Et là où l'étoile a continué à me parler, et là c'était pour moi, ça a été une expérience merveilleuse. Je reviens avant. Quand j'étais petite, j'avais complètement oublié ce souvenir, mais je rêvais souvent que j'étais au fond d'une grotte. Je ne veux pas sortir. Un adulte bienveillant vient me chercher pour que je sorte. Je ne veux pas sortir, je reste dans la grotte. J'ai décidé qu'une partie de moi devait être dans la grotte. Ça, c'était petite. Et à 27 ans, donc, quand je fais cette crise de non-sens, que j'entends la voix de celle que j'appelle mon étoile, et que je décide de faire cette retraite, à partir de là, ce rêve va revenir en rêve. La première fois, je suis étonnée. Je dis, tiens, je retrouve la petite fille. Peut-être que dans ce retour à soi, il faut que j'aille la chercher. Il faut que je. Et ce qui va se passer, c'est que pendant 9 mois, mais je ne sais pas que ça va durer 9 mois, je ne m'en apercevrai qu'à la fin, je vais rêver toutes les 2 ou 3 nuits que la grande que je suis, de 27 ans,
va chercher la petite dans la grotte. Et je vois la grande, de nuit en nuit, toutes les 2, 3 nuits, avancer, aller chercher la petite. Cette fois-ci, la petite que j'ai été, accepte, j'ai le sourire parce que c'est touchant comme histoire, accepte, et je me prends par la main, la grande de 27 ans prend la petite par la main, et ensemble, pas à pas, main dans la main, nous allons sortir de la grotte. Et cela dure 9 mois. Au bout de 9 mois, nous sommes toutes les deux devant l'entrée de la grotte. Et je le savais depuis toujours, depuis que j'étais petite, que je le vois parce que je le voyais. De l'autre côté de la grotte, il y avait le soleil, il y avait des enfants qui riaient, il y avait la vie, mais la vie joyeuse, la vie. Et j'étais prête à aller, j'étais prête à vivre. Nous étions prêtes à vivre. Et la grande, là, a fait une promesse à la petite. Elle lui a dit, plus jamais je te lâche la main, plus jamais je te laisse, plus jamais je te trahis. Et j'étais assez stupéfaite d'avoir, ce que c'est que cette histoire. Et c'est pour ça que la saison d'après, je l'ai appelée donc la quatrième saison, l'apprentissage, parce que il a fallu ensuite que j'apprenne à vivre unifiée, à vivre avec la petite fille. Je me souviens que je l'avais mise énergétiquement, symboliquement dans mon ventre. Et c'était l'âge où je commençais à travailler. Je suis venue à Paris, donc une vie plus sociale, plus professionnelle, plus active. On est obligé de se, 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 se plier à un certain nombre de règles et de cadres et de relations sociales. Et je me souviens que j'ai tenu ma promesse et je ne faisais rien quand je ne me sentais pas en équilibre avec moi-même et quand je sentais que ça allait trop vite pour la petite ou qu'elle avait l'impression que je l'oubliais. Et c'est pour ça que cette saison s'appelle l'apprentissage. J'ai réappris à faire avec mes propres énergies dans la fidélité à qui j'ai toujours été, à qui j'étais enfant et à qui j'ai toujours été. Et ça a été, les premières années, c'était un apprentissage, vraiment. J'allais doucement. Puis après, ça devient un réflexe. On apprend à danser ensemble, donc ça va beaucoup plus vite. Et c'était une très belle réconciliation intérieure. Pour moi, c'est ça. C'est quand on dit en psychologie, allez chercher votre enfant intérieur, préparez votre enfant intérieur, faites alliance avec votre enfant intérieur. On entend souvent ça dans la littérature de psychologie. Pour moi, ça a pris cette forme-là. Je suis allée me chercher dans la grotte. Et tu vois, tu me fais me rappeler de tout ça et je trouve ça très joli. Je suis heureuse d'avoir vécu ça. Bon, ceci dit, si elle était dans la grotte, c'est qu'elle n'avait pas dû vivre des choses très cool non plus, hein, mais on dit, Ouais, ça on- ressemble un peu à la caverne de Platon. La petite fille, en vérité, absolument. c'est vrai que l'adulte qu'on a peut toujours donner aux enfants, à l'enfant qu'on était ce qui lui a manqué, hein. Et l'apprentissage, c'est aussi de devenir des apprentis sages. Donc, ça nous rend beaucoup de sagesse. Par contre, moi, si j'avais entendu deviens qui tu es, paresseuse comme je suis, je me serais dit, j'ai rien à changer. Oui, mais alors là, rappelle-toi, dans ce que j'étais en crise de non-sens, en crise d'existentiel. La vie était un non-sens, donc quelque chose devait changer. Et visiblement, c'était pas l'extérieur qui allait changer. J'avais pas trop le choix, hein. Donc j'ai été un peu acculée à changer. Ouais. Dans le deviens qui tu es, ça peut se lire en deux. Ça peut simplement te dire que t'as pas grand-chose à changer, puisque déjà tu l'es. Donc, mais ça t'a demandé d'aller chercher cette petite Mais, fille dans la mais grotte. je suis d'accord avec toi. J'aime pas dire je change, t'as changé. Non, on change pas. On s'autorise à se. C'est comme si on s'autorisait à s'expanser, à s'habiter plus largement. Si on se déploie. On se déploie, on est davantage soi-même, on ose davantage, on a plus d'audace, plus de spontanéité. C'était ça pour moi, deviens qui tu es. Va chercher vraiment ce qui t'anime de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est tout le sens du livre. Après, pourquoi? Parce qu'on est tous dans des carcans et des matrices émotionnelles, des matrices intellectuelles, qu'on s'est enfermés dans des espaces limités de nous-mêmes, comme la petite fille était dans la grotte. Alors que non, il n'y a aucune raison. Si elle le décide, la petite fille, elle a eu besoin de la grande, elle a tout l'espace pour être elle-même. Et devrait y être autorisé. Et en tout cas, on a à s'y autoriser déjà. C'est le premier acte. Hum. Est-ce que tu as une idée de savoir pourquoi la petite fille était dans une grotte? Il y a deux choses. Je suis venue avec un double regard. Comme beaucoup d'enfants, je voyais les émotions, je voyais les tensions, et je ne comprenais pas le monde des grands. Très tôt, j'ai pas compris pourquoi il y avait de la peine, de la colère, du mensonge. Il y avait de belles choses, hein, mais mon regard Hum. l'a zoomé sur ce qui n'allait pas, et je ne comprenais pas cette fragmentation.
je ne comprenais pas pourquoi on pouvait faire semblant. Je ne comprenais pas le faire. Et j'ai eu du mal à me faire au monde des grands à cause de ça, parce que c'était pas mes énergies. Beaucoup d'enfants viennent avec ce regard-là. On dit que les bébés sentent les émotions. Ben oui, ils sentent les émotions. Ici, c'est faux. Ils sentent quand c'est faux. En fait, le problème, c'est pas est-ce que c'est une belle émotion ou une émotion un peu plus lourde, comme la colère. Non, c'est est-ce que chacun est juste avec ses émotions. Et quand on cache les émotions, ça fait dissonance. Et la dissonance, ça s'entend, ça se perçoit et ça met mal à l'aise. Il y avait ça. Et puis, il y a eu à côté de ça des abus qui n'ont pas facilité le Oui, chemin. c'est pas par hasard voilà, il n'y avait pas de hasard. Tu dis que c'est pas facile hein, finalement de faire ce travail parce que par moment on peut être secoué comme dans le tambour d'une machine à laver. À un moment donné, ouais, tu dois, on connaît tout ça quand on travaille sur soi. À des moments, on croit qu'on est arrivé. Et puis, en fait, si on fait le pas d'après, euh, on croit que ça va aller bien. Puis non, c'est comme s'il y a nous qui cherchons à aller mieux. Et au-dessus de nous, notre conscience supérieure, on peut l'appeler notre âme, peu importe, la partie la plus expansée, évoluée, supérieure de nous-mêmes, qui dit, OK, tu as voulu grandir, donc la personne que tu es en bas sur Terre, eh ben, va faire le chemin. Et sur ce chemin-là, à des moments, ben, avant de se rejoindre, parce que l'idée, c'est que la partie incarnée rejoigne la partie éthérée, lumineuse, hein, et qu'on soit un entre ciel et terre, elle va être confrontée à des problèmes que la vie va mettre devant nous, ou à nos propres problèmes, à des colères, à des peurs, à des sentiments d'abandon. Pourquoi? Parce qu'on va aller, en fait, assouplir, travailler, parfois casser les murs dans lesquels on s'est nous-mêmes enfermés. Quand j'étais jeune, j'avais cette conviction, nos prisons sont avant tout nos propres prisons mentales et intellectuelles. Mm. Que bien sûr l'éducation nous met dans la tête, que bien sûr les codes familiaux nous mettent dans le cœur, que bien sûr la société nous assène pour... Mais à tel point qu'on les fait nôtres, ces prisons mentales et ces prisons émotionnelles. Et en fait, pourquoi on est secoué à un moment de... Si on décide d'en sortir, pourquoi on est secoué? Parce qu'il faut bien qu'on soit secoué pour en prendre conscience et faire exploser ces prisons. Sinon, on reste dedans, il ne se passe rien et tout va bien. On a le droit aussi. Hein. Mais dès qu'on commence à se mettre en mouvement à la quête de soi, à la quête de ce mieux-être, de cet alignement, forcément, il va y avoir des moments un petit peu plus difficiles. Et il y a des moments, surtout quand on ouvre la dimension spirituelle et que la vie prend quand même un autre sens parce que plus subtil, plus sensible, waouh, tout bouge en même temps parce que c'est systémique. On n'est pas des émotions, un mental, une spiritualité, un corps, tout ça bouge en même temps. Donc quand ça bouge tout en même temps, ben oui, ça secoue. Et des fois, on se dit, mince, j'aurais mieux fait de pas partir. Mais ça s'arrête toujours. Il y a toujours le soleil après la tempête. Ah ouais, c'est les sauvages. C'est ça. Mais les sauvages. Alors, tu dis en annexe à la page 108, extrait du manuscrit non publié, Le lion et la sage-femme, expérience et expertise dans lequel Régis Cuvelier et moi-même relatons mon expérience thérapeutique du travail sur la voix. Pourquoi vous ne le publiez pas, ce livre-là? Ah, Régis n'est plus de ce monde. Régis est décédé. J'ai une pensée pour lui. Donc, je suis dépositaire d'un manuscrit. Je ne sais pas quels sont ses héritiers. Donc, à l'époque, on avait un peu essayé de l'éditer. On n'avait pas trouvé l'éditeur. Et puis après, Régis est parti. C'était un beau manuscrit. C'était un cadeau de rencontrer Régis sur ma vie. En 2012, j'ai eu un autre moment comme ça de grande perturbation. Où j'ai fait j'ai fait une période de crise d'angoisse. Et je sais ce que c'est les crises d'angoisse quand on est, c'est-à-dire ça te domine. Tu es pris et on a beau te raconter n'importe quoi, c'est comme tu es enfermé dans un nuage énergétique qui est de l'angoisse. Il peut se passer. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Très vite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai décidé de ne pas aller voir un thérapeute classique, mais plutôt Régis. J'ai senti qu'il pouvait m'aider. Effectivement, en 2 ans de thérapie, uniquement en chantant, il faisait chanter, il y a comme ça, une étude chanter sur tous les tons et puis en le sentant dans le corps. Donc, lui, il avait le talent de voir où étaient les blocages et de nous pousser à les dénouer. J'ai vécu avec Régis véritablement une renaissance grâce au travail par la voix. Je ne sais pas pourquoi j'étais angoissée, mais ce que je sais, c'est que j'étais pas la même après ce travail-là qu'avant.
Donc, je pense que j'ai été angoissée parce qu'une partie de moi disait, va te libérer de choses qui t'encombrent encore, ces fameuses prisons émotionnelles. Va te libérer, va plus loin. Il m'a permis d'aller plus loin. J'aimerais beaucoup, et alors, Régis aimait l'écriture et on a écrit un manuscrit à deux voix, Le lion et la sage-femme. Et en fait, la sage-femme, c'est lui et le lion, c'est moi parce qu'il m'a permis de renaître et de pousser ce cri, tu sais, de naissance, qui est un cri de lion, de lionne. Donc, c'est un jeu entre nous, ça, le titre. J'aimerais peut-être un jour. Laurence, tu vois, je mets plein de petits machins, moi, à chaque fois dans mon livre. Ah, c'est joli, Et c'est aujourd'hui, joli. j'ai ouvert à une page et je suis tombée là-dessus. Donc, je pense quand même que vous avez fait ce travail et qu'il serait content, même s'il est parti depuis des années. Quelque part, c'est lui qui le demande, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si ça te parle, mais ça serait bien peut-être que tu essayes de Eh ben, je peux quelque essayer, chose, ouais. ouais. Dans ton livre, donc, on y trouve une cartographie simple de notre chemin d'évolution, une réhabilitation du corps, un regard neuf sur le mental et les émotions, une spiritualité sans dogme, un parcours d'éveil à nous-mêmes et à la vie, des guidances pour nous déployer dans les 5 dimensions. C'est un ouvrage compagnon pour celles et ceux qui souhaitent vivre en cohérence avec leur nature profonde et laisser rayonner enfin qui ils sont. On a tellement de masques sociaux, disait Jung, de personas, mais tellement d'habits, tellement de croyances, tellement de schémas, de formatage. Enfin, tu le sais bien. C'est ça qui fait que on se limite et on a une vision limitée de nous-mêmes, alors que si on prend du temps et si on a envie de nettoyer tout ça, de faire un grand nettoyage de printemps, c'est possible. C'est ça, qu'ils sont au fond de nous, on l'est toujours qui on est. Mais après, c'est vivre qui on est vraiment, en accord, sans tout ce fatras qu'on porte. Et d'autant plus que ce fatras-là, il fait de nous, après, le risque, c'est qu'il fasse de nous de bons soldats obéissants qui suivent la masse, quoi, parce qu'on a oublié qui on est, notre originalité. On oublie ou on ne l'oublie pas, mais on ne s'autorise pas à l'affirmer. Tu peux nous parler de Bienvenue au Grand Conseil intergalactique? Alors là, c'était plus tard, dans les années, c'était après, une fois que je suis rentrée dans la saison de la lumière et que j'ai arrêté de compter mes saisons de 9 ans, mais elles ont existé. J'ai travaillé beaucoup sur l'expansion de conscience. J'ai appris à le faire d'abord, accompagnée par des personnes qui savaient. Et puis, j'ai voyagé moi toute seule. Je voyageais, je faisais ce qu'on appelle des voyages astro. En tout cas, j'aimais aller explorer. Le Conseil intergalactique, c'est une assemblée d'êtres que je percevais comme sages et éveillés et que j'ai rencontré à l'occasion d'un de ces voyages astro. Là, on est en 2003. Je me souviens, je suis en famille, dans un chalet de montagne. Je vais faire la sieste. Tout le monde fait la sieste d'ailleurs. Je vais faire la sieste. Et mon esprit, je ne m'endors pas, mais presque, mon esprit s'envole. Et là, je suis, je vais faire tout un voyage. Et ce voyage va me conduire à prendre ce que j'appelle un ascenseur céleste. Je suis guidée par des êtres. Je prends l'ascenseur céleste, j'arrive dans des plans vibratoires élevés, c'est comme ça que je les perçois. Un guide m'accueille et me fait rentrer dans une salle, et c'est comme une salle de conseil. Et, euh, je comprends que ces êtres sont des êtres sages de de différents peuples, de différentes nations, c'est le mot qui me venait, de l'univers, de la galaxie, mais intergalactique, d'autres galaxies. Et qu'est-ce qu'ils font? Je comprends parce que tout se comprend par télépathie. Ce sont des êtres qui veillent à équilibrer les énergies célestes, galactiques, et notamment l'énergie d'amour. Et ils veillent au respect et à des grands équilibres. Et ils ont besoin de temps en temps de se concerter. Ils sont pas, je les vois, mais c'est un peu comme je les vois, c'est un espace holographique. Certains sont de ce plan de réalité, d'autres se sont comme téléportés. Ils sont tous ensemble, ils ont des looks complètement différents et ils se connaissent. Au centre, il y a un symbole, c'est un symbole de connaissance. Excuse-moi, j'entendais un bruit. C'est un symbole de connaissance, voilà. Et alors, il y a toute une histoire ensuite que je raconte dans le Bienvenue au Grand Conseil intergalactique. C'est l'entrée du livre, ça. Et en fait, Bienvenue au Grand Conseil intergalactique, je raconte
différents voyages astraux qui m'ont conduit peu à peu à donner du sens à ce qu'on appelle les différents plans de réalité, la matrice, la matrice émotionnelle, la matrice astrale, mais aussi les plans, les plans plus subtils, les êtres de lumière, les consciences, et à se promener dans ces plans-là. Voilà, je raconte mon chemin initiatique, en fait, avec 33 lois. Je me suis autorisée à donner des lois, mais parce que ça me venait comme ça, donc je me suis dit, ben, autorise-toi si ça vient comme ça. Voilà, mais ils sont, en fait, ils sont très drôles. Hein. Les êtres de lumière qui sont là-haut, ceux que je rencontre, sont très drôles. Il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'amour, mais il y a de l'humour aussi sur les plans plus éthérés, plus légers. Et la morale du Grand Conseil intergalactique est la suivante, telle que je l'ai retenue. J'arrive dans cette assemblée, il y a une chaise pour moi. Mon guide me dit, voilà ta chaise, nous t'attendions. En gros, hein, je résume. Et moi, je dis, non, pourquoi je siégerai avec vous? Ben, parce que c'est ta place. Et je dis, mais non, alors mon guide sent que je ne suis pas prête. Il me dit, c'est pas grave, nous t'attendrons. Et puis, il va me montrer plein de choses, il va me rappeler, il va m'apprendre plein de choses. Et puis, je vais redescendre de mon voyage. Et 20 ans après, ça c'est en 2003, ouais, j'écris en 2023, j'écris Bienvenue au Grand Conseil intergalactique. Ces êtres du Grand Conseil intergalactique, cet espace-là, je l'ai parfois retrouvé. J'y suis parfois retournée, mais je ne me suis pas assise sur la chaise qui était censée être la mienne. Et quand j'ai écrit la fin du livre de Bienvenue au Grand Conseil intergalactique, j'ai écrit ce que j'avais compris de la morale de cette histoire. En fait, l'idée, c'est pas d'aller siéger au Grand Conseil intergalactique. Si on s'est trouvé soi-même et si on a trouvé son apaisement, on est déjà cet être rayonnant et lumineux qui est capable de faire circuler l'amour entre le haut et le bas. Et il n'y a pas besoin d'aller occuper un poste qu'on pourrait juger plus élevé. Nous sommes des gardiens et des passeurs de connaissances où que nous soyons. C'est ça l'enseignement. Et quand j'ai écrit la conclusion de Bienvenue au Grand Conseil intergalactique, je les ai vus qui me faisaient des clins d'œil. Et c'est bien l'enseignement que je devais recevoir et c'est l'enseignement que je propose au lecteur. Il n'y a pas besoin d'aller à des postes soi-disant élevés pour se dire, ah, je suis important, je suis sage. Non, la sagesse, cette sagesse initiatique, cette sagesse spirituelle, elle est dans la simplicité du quotidien. Et il y a plein de véritables sages, mais on ne sait pas que ce sont des sages. Je suis d'accord avec toi, Laurence, mais pourquoi t'as pas... Il y a aussi une certaine forme de peur de s'asseoir à cette table avec eux. Parce que quelque part, c'était ta place, c'est eux qui te la donnaient. Donc, Il me l'a donné, mais je pense qu'il fallait que je vive ces 20 ans parce qu'on dit en plus souvent que les parcours initiatiques, il y a des années, enfin, il y a 20 ans, c'est le chemin de travail sur soi d'un point de vue initiatique, ésotérique, spirituel. Et je pense qu'il fallait vraiment que je fasse toutes ces expériences, que je passe plusieurs fois dans le tambour de la machine à laver, plusieurs fois dans mes orages, mais aussi avec des émerveillements fabuleux et une compréhension plus grande de qui j'étais pour que je vois les choses ainsi, que je pose. Et mon chemin à moi, il est vraiment... Oh non, mais parce que, je t'explique, il y avait la salle du Grand Conseil intergalactique, puis après, il y avait mon guide. Je le connaissais, mon guide, en fait. Je le connaissais de quand j'étais petite. Donc, je l'avais retrouvé, je le retrouvais là, j'ai compris que c'était lui. Et énergétiquement, on sent que c'était lui. Et il m'a montré une autre chose très importante lors de ce voyage. Il a mis ses mains comme ça, comme on fait quand on fait du travail énergétique. Et il m'a montré une boule, et la boule grossissait comme ça. Et je voyais la boule qui était très lumineuse, très puissante. Et il m'a expliqué que c'était une boule d'amour. Et que cet amour, eux, de là où ils sont, ils ont la capacité de l'agrandir. Mais qu'elle est plus, il m'a dit, elle est plus puissante que la plus puissante de vos bombes atomiques ou autres sur la Terre. C'est incroyable. Donc, elle est tellement densifiée qu'on ne peut pas la faire descendre comme ça sur la Terre. On est obligé d'y aller par phase et on est obligé comme on a un gradateur de lumière, de travailler sur sa puissance. Et en fait, tout au long, il m'a montré, tout au long des différents plans de réalité, il y a des consciences, des êtres qui se passent ces boules, symboliquement, c'est pas qu'une boule. Ces boules, comme on se passe un peu un relais, et c'est à chaque fois moins puissant, mais plus accessible par le plan de réalité où ça arrive, plus en accord, plus en résonance, et jusqu'au plan terrestre. Et il me dit,
Nous, on ne peut pas descendre plus loin que là où on descend. On est un peu au-dessus du plan terrestre. C'est à vous, les humains, de monter. de prendre conscience de cela et de vous ouvrir assez pour grandir symboliquement, nous tendre la main et recevoir l'amour qu'on vous envoie. Et une fois que vous l'avez reçu, vous le rayonnez sur la terre. Il n'y a rien d'autre à faire. Travaillez sur vous pour faire pour continuer ce passage de relais. Vous êtes des Graals, vous êtes des coupes et vous êtes là pour recevoir les énergies de lumière. Il m'a montré, c'est magnifique et on reçoit tellement de lumière, tellement de lumière. Mais si on la bloque, la lumière, on ne la reçoit pas, elle passe autour de nous. Donc c'est juste accepter, recevoir, et une fois qu'on l'a, par le cœur, elle rayonne. Et ma place, moi, elle est plutôt là, ou plutôt dans l'expérience de cela. C'est ce que je fais sur la Terre. Je fais l'expérience de cela. Mais je sais qu'il y a plein d'êtres de lumière et d'anges qui nous tendent la main et c'est à nous de lever les mains assez haut pour que ça se rejoigne. Est-ce que c'est un peu ça que tu as écrit dans l'ère de la conscience? Alors, l'ère de la conscience, non, c'est plus un cerveau gauche. Oui, c'est ça, mais plus cerveau gauche pour des personnes qui voudraient comprendre tout ça, comprendre les sciences post-matérialistes, comprendre l'ésotérisme, mais d'un point de vue plus scientifique, travailler sur elles, mais sans forcément partir tout de suite avec les anges. Et donc, c'est un livre pédagogique pour expliquer que nous sommes à une phase de l'évolution de l'humanité euh, d'ouverture de conscience et que ce n'est pas magique et que ce n'est pas bizarre et que ce n'est pas sectaire. C'est juste que c'est une phase de l'évolution de l'humanité et qu'il ne se passera rien si nous, les humains, nous n'entrons pas dans ce processus d'expansion de conscience. Et donc voilà, c'est plus un livre pédagogique, un parcours pédagogique. Pour en revenir au début de cet entretien sur les 4 cycles de 9 ans, tout le monde les vit. Pour certaines personnes avec qui j'en ai parlé, c'était plus des cycles de 7 ans. Oh, c'est OK, hein, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes cycles, mais oui, je pense que tout le monde les vit. Et quand on revisite sa vie, après, c'est pas bien important qu'une saison fasse 6 ans et que l'autre, elle fasse 11 ans. Mais c'est quoi les saisons de ma vie et c'est quoi les passages et en fait, c'est quoi mon chemin à moi? Et chaque étape m'amène où? Parce qu'en réalité, on s'en aperçoit, tout a du sens. Alors bien sûr, c'est le sens qu'on va donner, mais, mais la vie, c'est le sens qu'on donne aux choses. De toute manière, la réalité, c'est le sens qu'on donne aux choses. Donc oui, c'est le sens que je vais donner moi, mais justement, j'ai envie de lui donner quel sens et je me la raconte comment. Je me la, pas, je la raconte comment. Je me l'approprie comment ma vie et comment elle m'aide à aller toujours davantage à l'essentiel de moi-même. Pas parce que c'est bien d'aller à l'essentiel de soi-même, mais parce que quand on va à l'essentiel de soi-même, il y a plein de manques qui disparaissent, il y a une sérénité qui s'installe, il y a une paix intérieure, une confiance, une audace qui s'installe et on se sent beaucoup mieux et mieux que ça. On émet des vibrations beaucoup plus douces et apaisantes et les autres se sentent mieux avec nous. Mm. Et donc, en s'apaisant, on apaise le monde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin que pour apaiser le monde. Pour apaiser le monde, il faut s'apaiser nous-mêmes. Sinon, le monde ne sera jamais apaisé. Oui, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que ça vient vers nous sans qu'on le cherche. Moi, je me rappelle, j'avais noté depuis ma date de naissance, mon année de naissance, jusqu'à maintenant, on pourrait le faire. On note toutes ces années de naissance et on marque à côté les grandes choses, par exemple les divorces, les, les, Ouais. les déménagements, enfin voilà, les rencontres amoureuses et tout. Et on se rend compte que ça revient systématiquement à des moments clés, c'est-à-dire qu'on est un peu programmé. C'est pas nous le divorce de nos parents, c'est pas nous qui l'avons créé, tu vois ce que je veux dire. Et on se retrouve Ouais. avec des choses qui reviennent de manière cyclique. Des moments charnières. Ouais. Et dans ton cas, c'est aussi, tu dirais 9 ans aussi? Oui, je dirais 9 ans, ouais, tout à fait, comme toi. On est sœurs des 9 ans. Ouais, 9, 18, 27, ouais. 27, Et en 36. fait, on monte à la fois l'escalier de nous-mêmes et on va toujours plus à l'intérieur de nous. C'est un chemin c'est vraiment aller à l'essentiel. Et c'est voir la réalité autrement aussi. C'est voir les choses en plus grand. Il y a plein de bénéfices, plein de bénéfices. Alors c'est sûr, on n'est plus dans les codes de la société matérialiste. On est toujours adapté, mais on n'est plus. On ouvre d'autres champs de perception et de compréhension.
de ce qu'est la vie. À un moment, tu parles de la fausse lumière. Qu'est-ce que tu en penses de la fausse lumière? Parce qu'il y a il y a beaucoup Oui, de gens qui disent qu'il ne faut pas suivre la lumière, c'est une fausse lumière. mais oui, mais oui. Je ne m'en étais jamais occupée parce que tous mes enseignants, et je suis heureuse de ça, m'ont toujours poussée à aller vers ce qui me faisait plaisir, à suivre mon cœur, à suivre la lumière. Et donc, tout est juste. Sur mon chemin, il m'est arrivé de rencontrer des êtres, des énergies, ou des vibrations, ou des champs où je me suis sentie mal. Et ce que j'avais appris, et ça a marché, c'est sois toi-même, rayonne de l'amour et lâche pas ton chemin à toi. Ça a vraiment marché. Ça a marché à la fois, je pourrais donner des exemples, avec des terriens que j'ai rencontrés dans des plans astro, ou avec des consciences qui étaient du plan astral. Mais ok, c'est ok, il faut se méfier, comme quand tu vas dans la rue, tu traverses, il vaut mieux traverser au clou quand le feu est vert, quoi. Il y a des règles à respecter. Et je ne me suis jamais occupée de la fausse lumière. Et depuis 4 5 ans, tout le monde se va parler de fausse lumière. Je me suis dit, ah, il va peut-être falloir que je m'intéresse à la fausse lumière. Ça, c'est la même Et chose que l'hypnose régressive, c'est en même temps. C'est pour ça oui, que je mais dis. Ouais. Et c'est en c'est même même dangereux temps. parce qu'ils disent de pas suivre la lumière, donc c'est dangereux. Alors, ils ne sont pas tous d'accord. Ouais. Il y en a qui disent de la suivre, il y en a qui disent de ne pas la suivre. Ce que j'ai compris, et parce que je l'avais vécu avant, c'est qu'il peut y avoir des leurres. C'est-à-dire qu'on est dans le champ de l'invisible, dans le champ de son inconscient, dans des mondes qu'on crée soi-même, qui existent collectivement, mais qu'on recrée soi-même. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est pas que bisounours en haut. Donc, il faut être prudent et il ne faut pas espérer que dès qu'on commence à voyager dans les champs de l'esprit, pouf, ça y est, on est libéré et tout va être magnifique. C'est pas vrai. Il faut garder sa colonne vertébrale, il faut garder son discernement. Et certains, effectivement, certaines énergies pourraient nous, j'aime pas dire trop certains comme s'il y avait des pas gentils, c'est des énergies. Certaines énergies pourraient nous entraîner dans ce qui pour nous sont des impasses ou des endroits pas agréables. Donc c'est important de se faire confiance et de suivre son chemin et de suivre sa propre étoile ou autrement dit de suivre son cœur. Donc de ce point de vue-là, oui, il peut y avoir de la fausse lumière parce qu'on peut être invité, on peut nous inviter à nous détourner de notre propre chemin. Mais je continue de penser, et ça m'allait bien, que si je suis mon cœur et que si je suis ma propre lumière, celle dont je sais qu'elle me guide, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Et genre, après, j'écoute des personnes qui, elles, parlent vraiment de conscience, qui sont dans une spiritualité très dépouillée, dans quelque chose d'une connexion à son âme, à sa conscience supérieure, à la source de toute chose, sans se poser ces questions de vraie ou fausse lumière. Et schlac, tout de suite, je m'aligne et je me sens bien. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire de fausse lumière? Il suffit que je continue à faire le travail d'alignement et c'est bon. Oui, moi je trouve ça dangereux parce que regarde tous ces gens qui ont fait des NDE, moi la fausse lumière, elle n'existe pas, hein. Je veux dire, il y a la lumière ou il n'y a pas de lumière. Donc Oui, je oui, trouve ça oui. Ouais. dangereux de dire ne suivez pas la lumière parce qu'il y en a qui se permettent de dire non, comme ça vous vous réincarnez pas, etc. Mais je veux Mais dire, c'est un des dangers, je ouais, l'aborde dans le livre, de nos compréhensions, comment on va projeter nos compréhensions sur ces plans-là. Et en fait, ça va être le même méli-mélo que les sujets qui sont confus sur Terre. On va prendre nos perceptions immédiates pour des réalités et on va pouvoir dire n'importe quoi. Il faut s'écouter soi et écouter son cœur. Mais cette couche de grand n'importe quoi, c'est nous qui la produisons. C'est nous qui produisons de la confusion. Euh, oui, c'est comme une couche de pollution émotionnelle et intellectuelle qui entoure la Terre. Il faut aller au-delà. Dire, je m'occupe pas de ça, moi je suis ma propre connexion, mon désir d'évolution, et je suis les personnes sur Terre en qui j'ai confiance. Dès que j'ai plus confiance en quelqu'un, je ne le suis pas. Mais si j'ai confiance en un enseignant, un thérapeute, un guide spirituel, qui s'appelle comme ça, c'est OK. Il va me permettre de faire l'apprentissage de cette évolution-là. Et puis un jour, j'arrêterai de le suivre si ça ne va plus et je continuerai mon chemin. Non, il y a au-delà, il y a une espèce de voile de pollution ouais, qu'on crée nous-mêmes. ouais, Il faut traverser ça et aller au-delà. ouais, Voilà ce que je crois. ouais, c'est ça, parce que, bon, sans parler des sorties de corps, d'un voyage dans l'astral, je parle de simplement quand tu passes, quoi. Tu fais le passage.
la lumière, elle est là. Il ne faudrait pas que les gens ils la suivent pas parce qu'ils ont Oui, oui, entendu. oui. La Voilà. lumière est là et les communications avec les défunts quand elles sont de cœur à cœur ou avec des consciences de cœur à cœur, l'amour est plus fort que tout. Si Mm. c'est des relations de cœur à cœur, c'est des relations de cœur à cœur, l'amour est plus fort que tout et l'amour nettoie tout et tout ça est juste. Le reste, c'est un peu de pollution parce qu'il faut qu'on se raconte des histoires. Ok. C'est ça, je crois. Qu'est-ce que tu peux dire encore sur Relève-toi? Non, c'est pas, tu vois, c'est un Eh lapsus. bien, C'est un lapsus, mais quand j'ai lu ton livre, j'ai vu Relève-toi et Révèle-toi, tu vois. écoute, je suis très contente parce que moi aussi, dans des fois, je l'appelle relève-toi. Et Et en oui, fait, c'est ça qu'on a à faire. Relevons-nous, relevons-nous et libérons notre potentiel, libérons nos énergies, libérons qu'on est d'autant plus qu'on est une phase, je le redis, hein, de l'évolution de l'humanité, des connaissances, de la conscience, où on est vraiment invité. On va avoir de grands chocs, en tout cas de grandes révélations quant à ce qu'est la réalité, quant à ce que sont nos perceptions, quant à ce que sont nos potentiels, quant à ce qu'est l'invisible. Les scientifiques nous disent l'invisible qu'on prend pour du vide et du rien n'est absolument pas vide et c'est pas du rien. Ce sont des champs d'informations structurés et donc tout ça, on va faire avec maintenant. On va faire avec et donc si l'invisible extérieur n'est pas vide, ça veut dire que nous aussi, notre invisible à nous, il n'est pas vide. Ce sont des parts de nous. Voilà, c'est l'idée, c'est de se réapproprier ces parts-là de nous. Euh, et ces parts, on se les réapproprie si on se relève. oui, Et puis donc, l'invisible, c'est l'un qui est visible. C'est-à-dire, on voit le visible de l'un. Le jour où on voit l'invisible, ben, il y a plus de problème. On peut pas nous berner. non, on ne peut pas être berné. Je t'ai raconté, merci de m'avoir invité à le raconter, ma sortie de corps et je suis dans un espace où tout est amour, tout est lumière. C'est pas de la fausse lumière, hein. Mais Tout non, est c'est amour, pour tout est ça qu'il lumière. faut la défendre. Oui, tu as raison. Mais Tu oui, as parce raison. qu'il y a un tas de gens en ce moment qui sont en train d'emmener les gens vers des choses De la invraisemblables. confusion, du brouillard, de la peur, c'est des craintes. Non, non, il faut se faire confiance et faire confiance à son ressenti. Et si on sent qu'on n'est pas bien, il ne faut pas aller plus loin. Il faut trouver un chemin, le chemin qui fait qu'on est bien. Qu'on est bien. Je suis bien de faire l'exploration de moi-même de cette manière-là et c'est OK pour moi. Et je sens que c'est juste et je sens que je suis en reliance avec des âmes et des consciences et je me sens bien. Et bien, si tu te sens bien, c'est que c'est le bon chemin. Est-ce que ça t'arrive de retourner vers le grand conseil, d'aller les voir de temps en temps? Oui, non, oui, ils sont là si tu veux. Je peux me connecter, je peux. Ils continuent de faire leur travail. Ils continuent de faire leur travail. Ils attendent, ils n'attendent rien des humains, mais ils invitent, ils réunissent les conditions pour que sur tous les plans de réalité, et y compris sur Terre, nous fassions aussi notre travail d'équilibrage, de rééquilibrage des énergies. Ils nous envoient tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit le plus facile pour nous. C'est à nous de faire la part restante. C'est ce qui me vient là, c'est que tout va bien en fait. Hein. Tout va bien et le travail se fait et tout va aller très bien. Mais merci de m'avoir fait dire tout ça, Joël, de m'avoir permis de raconter tout ça, de poser cette histoire-là, parce que tous les interviews ne permettent pas de se dire à ce point-là, et tout ce que j'ai raconté de moi, c'est moi aussi, mais c'est la partie qu'on ne voit pas de moi immédiatement. Et je sais que chaque être humain, on a tous cette partie-là aussi. On voit les personnes dans leur rôle professionnel, social, ou on les voit physiquement, et on est tous porteurs d'une histoire comme ça, de quête, d'espoir, parfois d'épreuves traversées, de vibrations et de désir de bien-être et d'amour d'amour pour soi-même et vraiment de désir aussi. Je pense que les êtres humains sont profondément gentils. Et ce qu'on veut, c'est aussi l'amour des autres. Et pour les autres, donner de l'amour aux autres. Ça nous remplit de voir qu'on peut donner de l'amour et qu'en retour, on va le recevoir. Voilà. Ça se joue pas dans nos émotions, ni dans notre mental, ni vraiment dans notre corps. Tout ça, c'est des récepteurs. Ça se joue aussi dans ces dimensions plus subtiles de nous-mêmes. Merci Laurence Baranski et merci aussi à Régis Cuvelier qui est apparu comme par Oh, miracle, oui, comme oui, par magie. Est-ce que tu as un site internet? oui, alors j'avais un, laurencebaranski.com
mais à l'occasion du livre, j'en ai créé un autre qui s'appelle les 5 dimensions.com. Donc, soit laurencebaranski.com, soit les 5 dimensions.com. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Joël. Merci beaucoup.